Le cinéma asiatique désigne l'industrie cinématographique et, par extension, les films produits et réalisés en Asie de l'Est. C'est un cinéma récent que l'on retrouve principalement en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée et à Taïwan. Ces différents pays ont su développer une esthétique qui leur est propre à travers plusieurs générations de réalisateurs qui ont marqué l'histoire. En Asie, le cinéma arrive au Japon à la fin du 19e siècle. Ce n'est qu'à partir des années 20 qu'il se développe. En 1937, le Japon est sous un régime militaire dû à la guerre, puis est occupé par les Américains jusque dans les années 50. Les débuts du cinéma japonais comptent 3 maîtres. Yasuchiro Ozu, Kenji Mizoguchi et Akira Kurosawa, qui fait connaître le cinéma asiatique internationalement. En 1927, Yasuchiro Ozu réalise son premier film, Le sabre de pénitence. Il est connu pour ses films tels Herbe flottante, Le goût du saké, mais surtout pour son chef-d'œuvre composé de Printemps tardif, Été précoce et Voyage à Tokyo. Ses thèmes récurrents sont le mariage, la famille et la relation entre les différentes générations. Sa technique est connue pour ses constructions d'images symétriques, épurées et statiques. Il est notamment l'inventeur des plans tatami qui consistent à placer la caméra à basse hauteur. Souvent comparé à ce dernier, Naruse Mikio est un réalisateur beaucoup moins connu par les Occidentaux. Son style lent et minimaliste capte chaque expression de ses héroïnes. Croyant en la fugacité de toute chose, ses films possèdent une forte mélancolie sur la vie. Parallèlement, Kenji Mizoguchi réalise L'élégie d'Osaka et Les Sœurs de Juon en 1936. À la fin de l'occupation, il signe sa série de films la plus célèbre, dont La vie d'Oharu, Ugetsu et L'intendant Sancho. Marqué par le sacrifice de sa sœur devenue geisha pour la cause familiale, il aborde des thèmes sociaux comme la souffrance des femmes dans la société japonaise. Sa technique est reconnue pour ses longs plans séquences, sa mise en scène et son utilisation du grand angle. Le dernier grand maître japonais est Akira Kurosawa, considéré comme l'un des cinéastes les plus influents de l'histoire. Il commence sa carrière de réalisateur avec La légende du grand judo. Adapté d'une nouvelle sur Pearl Harbor, il se confronte à la censure, le Japon étant sous un régime militaire. Mais c'est en 1951 qu'il crée la surprise en gagnant le Lion d'Or du Festival de Venise avec Rashomon, film abordant l'assassinat d'un samouraï et le viol de sa femme sous 4 points de vue différents. Il réitère son succès avec Les 7 samouraïs, film japonais le plus cher jamais produit à l'époque. De plus, son film La forteresse cachée aura une grande influence sur Star Wars, notamment pour sa façon de décrire une histoire du point de vue des personnages faibles, ce qui lui permettra de travailler avec George Lucas. Entre-temps, il produit sa trilogie la plus rentable avec Le garde du corps, Sanjuro et Entre le ciel et l'enfer, battant chacun leur tour le succès du film précédent. Puis, il réalise Kagemusha grâce à l'aide de George Lucas et Francis Ford Coppola. Son dernier grand succès sera Ran, qui gagne un Oscar pour ses costumes. Le cinéma mondial est très touché par la Seconde Guerre mondiale et l'industrie cinématographique du Japon est en crise. En effet, le pays a dû faire face à sa défaite contre les Alliés, le traumatisme d'Hiroshima et Nagasaki et plus globalement à l'occupation du pays par les Américains. Le cinéma japonais redémarre à la fin des années 50 avec la nouvelle vague japonaise qui marque la fin de l'occupation. Shohei Imamura est un des réalisateurs de ce mouvement. Lorsque le Japon sort de la Seconde Guerre mondiale, il s'interroge sur le traumatisme que la guerre a laissé. La question de la présence américaine sur le sol japonais est également une de ses grandes interrogations cinématographiques. Dans Pluie noire, il interroge les conséquences de la bombe nucléaire au Japon et son influence sur la société. Il accorde aux femmes une place importante dans ses œuvres, particulièrement sur le destin auquel elles sont confrontées. Dans La femme insecte, une héroïne qui n'accepte pas les conditions de vie qui lui sont imposées, quitte sa campagne pour vivre à Tokyo. Il suivra ce thème dans Zeigen, le seigneur des bordels. Le Japon étant très impliqué dans l'histoire de l'Asie,
Sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale a permis à certains pays, comme la Corée, de s'émanciper et ainsi de développer son cinéma. Malgré l'ancienneté du cinéma coréen, les différentes guerres et invasions en ont détruit toutes les traces. Il n'existe aucune archive avant 1935. Après la défaite des Japonais, la Corée est mise entre les mains des Alliés. Mais les querelles entre les États-Unis et la Russie au sujet de la péninsule engendrent la guerre de Corée qui voit le pays se diviser en deux pour former la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le réalisateur le plus représentatif de cette époque est Kim Ki-young avec son chef-d'œuvre La Servante. Cette œuvre, qui est considérée par beaucoup comme le film fondateur du cinéma du pays, est surnommée le Citizen Kane coréen et adulée par de nombreux réalisateurs modernes. Nous retrouvons dans cette œuvre une nécessité d'exprimer tout ce qui a été refoulé pendant la guerre et l'occupation. Kim Ki-young en voit valser tous les tabous, notamment sexuels. Il nous propose un film violent qui inspire toujours les plus grands et qui illustre une libération des pulsions oppressant le pays, ainsi qu'une critique des valeurs hypocrites de la société coréenne. L'âge d'or ne dure malheureusement que 9 ans. En 1962, suite à un coup d'État, Park Chung-hee prend le pouvoir et met en place une dictature qui censure les réalisateurs. Alors que le cinéma coréen replonge, à la même époque, le cinéma chinois se développe et prend de l'ampleur. En 1949, la Chine instaure sa République populaire qui diffuse des films de propagande pour le Parti communiste. Ce n'est qu'en 1966, avec la révolution culturelle, que le cinéma se libéralise et se développe. En 1982, la 5e génération de réalisateurs chinois, comprenant Chen Kage et Zhang Yimou, sort de l'Institut national de Pékin. Chen Kage réalise en 1984 Terre jaune et marque un tournant dans le cinéma contemporain. Il est connu pour son élégance visuelle et ses histoires épiques. Son film le plus connu en Occident, Adieu ma concubine, remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ce film est marqué par la souffrance de son passé et notamment les avis politiques contraires avec son père. Zhang Yimou débute sa carrière sur Terre jaune en tant que directeur de la photographie. Son premier film est Le Sorgho rouge, qui gagne un ours d'or au Festival de Berlin. S'ensuivent des films qui le font connaître en Occident, comme Judo et Épouse et concubine. Un de ses thèmes récurrents est la résilience des Chinois face aux épreuves et à l'adversité. Il apporte un soin minutieux au cadre, à la mise en espace et au rythme narratif. Il réalise de nombreux films comparables des fresques, tels Hero, un wuxia qui démarre numéro 1 au box-office des États-Unis. Il continue avec Le secret des poignards volants et La cité interdite. En 2016, il sort La Grande Muraille, collaboration sino-américaine montrant un cinéma d'action qui se développe pour ressembler de plus en plus au cinéma hollywoodien. Parmi les grands réalisateurs chinois contemporains, on retrouve Wilson Yip, passionné de cinéma depuis son plus jeune âge. Il s'essaye à tous les genres, puis entame une collaboration avec Donnie Yen en tournant 3 films d'action, Chapeau Lang, Dragon Tiger Gate et Flashpoint. Wilson Yip est notamment célèbre pour sa trilogie Ip Man, dont le personnage est connu en Occident pour avoir été le maître de Bruce Lee. À travers ses films, il montre aussi la façon dont la Chine a dans son histoire tenu tête aux Japonais, aux Anglais, puis aux Américains. Dans le but de produire des films compétitifs, attractifs et rivalisant avec la part importante des productions occidentales, 50 milliards de yuan, soit plus de 6 milliards d'euros, doivent être investis dans les 10 prochaines années. Le pays vise la 2e place du marché mondial du cinéma d'ici 2025. En attendant, la Chine peut compter sur les productions hongkongaises. Hong Kong est une région chinoise qui a longtemps fait partie de l'Empire colonial britannique de 1842 à 1997. Pendant la guerre sino-japonaise et l'occupation de Shanghai, de nombreux cinéastes et scénaristes progressistes se réfugient à Hong Kong où ils tournent des films patriotes. En 1941, elle est envahie par les Japonais.
Il faudra alors attendre la fin de la guerre pour que des films importants soient produits par des réalisateurs shanghaïens, provisoirement ou définitivement établis à Hong Kong. Il réalise principalement des récits historiques et des satires sur le régime politique instauré par les Japonais pendant l'occupation de la colonie. Dès les années 50, les films d'arts martiaux deviennent le fer de lance de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Mais c'est en 1970, avec la création de la Golden Harvest, que le Star System est amorcé, dont l'apogée est incarné par Bruce Lee. Il commence sa carrière en tant que comédien dans les films de Lo Wei, dont The Big Boss et La Fureur de vaincre. Bruce Lee se met rapidement à réaliser ses propres films, avec notamment Opération Dragon et Le Jeu de la mort, dans lesquels il crée les chorégraphies. Ces quelques films suffisent à lui offrir la gloire internationale. Son interprétation révolutionne le cinéma d'arts martiaux et fait du kung-fu le genre dominant au tournant des années 70. Après avoir révélé Bruce Lee, Lo Wei donne sa chance à un nouvel acteur, Jackie Chan. En découle un nouveau sous-genre des films de kung-fu, la comédie kung-fu. Dans ses films, autant comme acteur que réalisateur, Jackie Chan est connu pour son style de combat acrobatique, son sens de l'humour, son utilisation d'armes improvisées et ses cascades innovantes, comme par exemple dans le film Drunken Master de Yuen Woo-ping. Contrairement aux personnages de Bruce Lee, qui sont typiquement des héros sombres et moraux, Jackie Chan joue des personnages bien intentionnés et un peu fous. Dès son premier film, La Hyène intrépide en 1979, il connut un grand succès. Ça va bien la tête? À Hong Kong, une génération de jeunes réalisateurs prend le relais, pour la plupart natifs de la colonie même. Ils veulent réaliser des films d'auteur qui échappent à la production stéréotypée des films commerciaux, fondement de la production locale. Ils accordent une place plus importante à l'expression personnelle, comme en témoigne le choix de sujets réalistes et intimes, mais n'hésitent pas à revoir les modèles classiques. Le regard de cette nouvelle vague sur le passé est empreint de nostalgie pour le cinéma chinois des années 30, comme le montre le film Shanghai Blues de Tsui Hark. Tsui Hark est celui qui appose sa marque avec le plus de conviction sur ce courant rénovateur. Il laisse clairement percer son ambition de se nourrir des classiques chinois, mais le recul des grandes firmes devant l'innovation le conduit à fonder sa propre maison de production qu'il met au service d'autres cinéastes. Il sortira Peking Opera Blues, film qui revisite l'opéra chinois et sa série Il était une fois en Chine, qui met au goût du jour les racines du kung-fu. En tant que producteur, Tsui Hark confie à Ching Siu-tung le soin de revenir sur les films de fantômes, notamment avec Histoire de fantômes chinois, et propose à John Woo de réanimer le film de sabre et de l'adapter au XXe siècle. John Woo est un réalisateur chinois qui élabore le sous-genre du hero movie qui séduit par sa chorégraphie impeccable et sa violence stylisée. Ainsi, il réalise en 1986 le film à grand succès Le Syndicat du crime, puis The Killer et Une balle dans la tête. John Woo est l'inventeur d'un cinéma stylisé où chaque combat devient un ballet chorégraphié. Cependant, c'est le Taïwanais King Hu, temporairement à Hong Kong en 1966, qui amorce le renouveau du film de sabre avec l'Hirondelle d'or, film inspiré de la tradition des ballets de Pékin. Il a donné au film de sabre ses lettres de noblesse en s'inspirant de la peinture chinoise et en faisant de l'art martial un pur objet de calligraphie avec des gestes, des rythmes et des montages très graphiques. À la suite de la nouvelle vague hongkongaise, l'Asie voit apparaître dans les années 80 un nouveau cinéma coréen. Après la chute de la dictature en 1988, la mise en place progressive d'une démocratie permet une libéralisation du cinéma coréen. Un renouveau du cinéma a lieu, avec notamment les œuvres d'un de ses plus grands représentants, Im Kwon-taek. Il commence sa véritable carrière avec Mandala, film grâce auquel il sera considéré comme l'un des plus grands réalisateurs du pays. Il incarne le renouvellement du cinéma coréen des années 90 et représente les films traditionnels et historiques du pays.
Il retranscrit dans son cinéma la nature profonde de la Corée et explore des éléments parfois anciens et oubliés de sa culture, comme le pansori, chant traditionnel coréen qu'il illustre dans plusieurs œuvres, La chanteuse de pansori et Chant de la fidèle Chongyang. Dans ses œuvres, il balaye tous les clichés et crée des tensions, parfois sexuelles, sur base de chroniques rurales, comme dans La Mère porteuse. La libéralisation du cinéma coréen permet l'apparition d'une nouvelle vague de réalisateurs qui vont profiter de la fin de la censure pour faire de leur cinéma un exutoire. Nous sommes alors spectateurs d'un cinéma graphique et enragé où la violence est affrontée sans tabou, face caméra, critiquant une société en quête d'identité. Les plus fervents représentants de ce mouvement sont Bong Joon-ho et l'un des piliers du cinéma coréen, Park Chan-wook. Son premier succès est Joint Security Area en 2000, avec lequel il s'impose comme un cinéaste majeur du nouveau cinéma coréen. Sa très célèbre trilogie de la vengeance, composée de Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, ainsi que son chef-d'œuvre Old Boy, le font connaître à l'international. Les films de Park Chan-wook nous montrent une folie visuelle aux images puissantes et à la violence sans tabou qui illustre souvent une vengeance salvatrice. La nouvelle vague coréenne, toujours d'actualité, est fondatrice du cinéma moderne du pays. Le cinéma taïwanais connaît également des bouleversements dans son industrie. De 1895 à 1945, Taïwan est une colonie japonaise et son cinéma est fortement influencé par le cinéma japonais. En 1982, le film In Our Time est réalisé par 4 réalisateurs dont Edward Young, précurseur de ce qui deviendra la nouvelle vague taïwanaise. Edward Young prend principalement comme sujet la ville et analyse l'environnement et les relations dans le Taïwan urbain. Il examine la lutte entre modernité et tradition. Son premier long-métrage, That Day on the Beach, est suivi du Terroriste, un thriller à la narration multiple sur la vie urbaine qui reprend les thèmes du crime et de l'aliénation. En 2000, il sort Yi Yi, qui est son film le plus connu, portrait de la famille Jian, qui suit 3 générations d'un mariage à un enterrement. Les films de ce mouvement sont connus pour leur style réaliste et leur portrait de la vie taïwanaise, cherchant à donner une vision authentique de la vie urbaine et rurale. We never live the same day twice. We never afraid of getting up every morning. Why? La nouvelle vague taïwanaise commence vraiment en 1983 avec notamment The Sandwich Man, co-réalisé par des jeunes réalisateurs dont Hu Xiaotian. La Cité des douleurs traite des conflits entre les Taïwanais locaux et le gouvernement nationaliste chinois après la fin de l'occupation japonaise. Le style de Hu Xiaotian se compose de très longs plans séquences avec peu de mouvements de caméra. Il n'effectue généralement qu'une seule prise sans même procéder à des répétitions avec ses acteurs. La première nouvelle vague taïwanaise donne naissance à une seconde vague, moins sérieuse et plus accessible, mais qui ne renie pas son témoignage de la société taïwanaise. Tsai Ming-liang est un pilier de cette seconde vague. Il débute au cinéma avec Les Rebelles du Dieu Néon. Dans ses œuvres, il offre une vision pessimiste de la société, abordant la difficulté de communiquer et d'aimer à travers des adolescents perdus. Il réalise en 1994 Vive l'amour, dans lequel il montre l'isolement, le désespoir et l'amour entre de jeunes adultes de Taipei. Tsai Ming-liang a, durant sa carrière, mélangé les genres. Il passe de La Rivière, un drame, à The Hole, film de science-fiction, sélectionné au Festival de Cannes qui confirme son talent. Il revient en 2005 avec la comédie musicale La saveur de la pastèque, qui se démarque de ses films précédents. En 2009, il réalise un film hommage à la nouvelle vague, Visage, tourné au Musée du Louvre avec notamment Fanny Ardant, Laetitia Casta et Jean-Pierre Léaud.
réalisateur le plus connu de cette seconde vague est sans aucun doute Ang Lee. Ses premiers films, Pushing Hands, Garçon d'honneur et Salé sucré, se concentrent sur les conflits générationnels et culturels dans les familles modernes. Jenny, allons, réveille-toi, petite paresseuse. Quand on vit ensemble sous le toit familial, même si chacun mène sa propre existence, il est évident qu'on s'inquiète les uns pour les autres. C'est ce qui fait de nous une véritable famille. Ang Lee devient ainsi l'un des premiers réalisateurs à introduire ce thème dans le cinéma taïwanais. En 2000, il adapte de façon moderne pour le public international le genre wuxia avec Tigre et Dragon, film d'arts martiaux mettant en scène plusieurs combats stylisés au temps de la Chine impériale. Triomphe international, le film remporte 4 Oscars, dont celui du meilleur film étranger. La plupart de ces films traitent des interactions entre tradition et modernité et s'attaquent au problème de l'affirmation par l'individu de ses choix et de ses aspirations face à la norme sociale. And the Oscar goes Taiwan, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Director Ang Lee. This is the first Academy Award and third nomination for Taiwan. This is producer Ang Lee's first Oscar for Crouching Tiger, Hidden Dragon. He also nominated in the Best Director and Best Motion Picture categories. La seconde nouvelle vague hongkongaise naît dans les années 80 avec l'angoisse de la rétrocession de la colonie à la Chine en 1997. Wong Kar-wai est le principal révélateur de cette nouvelle vague. Il est très tôt marqué par le cinéma classique hollywoodien, les arts graphiques, la photographie et les cinéastes français de la nouvelle vague. En dépit de scénarios aux contours indécis, caricature de l'un des points faibles du cinéma de Hong Kong, ses réalisations se singularisent par leur virtuosité stylistique, comme dans Chungking Express et Les Anges déchus. Son style doit beaucoup aux images de son chef opérateur, l'Australien Christopher Doyle, et à l'audace du traitement de certaines thématiques, par exemple l'homosexualité dans Happy Together. Plus apaisé, voire un peu nostalgique, son long-métrage In the Mood for Love est un succès mondial en 2000, permettant ainsi de faire découvrir le cinéma hongkongais en Europe et de relancer l'économie de cette région. Avec ce film, il offre au méconnu mélodrame cantonais des années 50 et 60 un second souffle. C'est l'illustration de l'amour impossible, baignant dans un climat de raffinement et d'élégance. Dans cette seconde nouvelle vague, il incarne l'esthétisme raffiné. Les années 80 et 90 marquent l'opposition du cinéma japonais face aux studios de production. C'est le début de l'arrivée du cinéma indépendant au Japon. Takeshi Kitano est un pionnier de ce mouvement. Il écrit et joue dans pratiquement tous ses films et se fait connaître grâce à ses polars mélancoliques et ultra-violents, mettant en scène l'organisation criminelle des Yakuza. Dans Hanabi, Feu d'artifice, il fait côtoyer le pathétique, la mélancolie et la cruauté extrême à son univers ultra-violent. Au début des années 2000, il réalise quelques films qui ont pour but de faire réfléchir sur la violence, notamment avec Zatoichi. Finalement, dans les années 2010, il renoue avec les films de gangsters et de yakuza en évoquant une lutte impitoyable pour le pouvoir dans Outrage et Outrage 2. Dans les années 2000, la société japonaise est toujours au cœur du cinéma indépendant et souvent dépeinte grâce à la représentation de la famille. De nouveaux réalisateurs émergent comme Hirokazu Koreeda. Ses longs métrages sont remarquables par son approche documentaire, novatrice et non spectaculaire. Son premier long métrage, Maborodzi, interroge sur la mémoire et sur la mort. De même que Distance, qui se réfère au massacre commis par la secte Aoun dans le métro de Tokyo en 1995. Difficultés respiratoires, nausées, maux de tête, coma. 6 morts, 11 personnes dans un état sérieux, 3300 banlieusards et agents du métro touchés par un gaz.
8000人に及ぶ被害者を出したカルト教団真理の箱舟事件から。 Puis, dans les années 2000, il s'intéresse davantage à la cellule familiale avec Nobody Knows, qui raconte l'histoire de 4 enfants livrés à eux-mêmes à la suite de la disparition de leur mère, ou encore avec tel père, tel fils. お母さんね、今好きな人がいるの。 Le cinéma japonais moderne comporte également une part très importante d'animation. Adaptée pour la plupart de mangas, elle s'est immiscée dans le cinéma et a permis la découverte de la culture nippone en Occident. Hayao Miyazaki et Takahata Isao en sont les principaux grands maîtres. Hayao Miyazaki travaille en collaboration avec Takahata Isao et réalise en 1979 Le Château de Cagliostro, puis il réalise Nausicaa de la Vallée du Vent qui fait l'unanimité. Le succès du film est tel qu'il fonde les studios Ghibli. Il enchaîne les projets à succès avec Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro et La fable Porco Rosso. En 1997, il sort un de ses plus grands films avec Princesse Mononoke, qui est un succès mondial et le confirme comme un maître de l'animation à l'international. Il sort ensuite son film le plus connu, Le voyage de Chihiro, qui remporte l'Oscar du meilleur film d'animation ainsi que l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Malgré la grande diversité des thèmes évoqués dans ces films, nous retrouvons de manière récurrente la guerre et les armes destructrices. Hayao Miyazaki donne vie à des personnages forts et complexes pour lesquels les clichés manichéens sont dépassés et des rôles principaux souvent tenus par des femmes de tout âge, fortes et indépendantes. Vous êtes aussi lâche que vous êtes sale. Vous n'avez donc ni caractère ni amour-propre. Au lieu de vous mettre à 100 contre 1, ayez le courage de vous battre à la loyale comme des hommes. Le Japon est le premier pays asiatique à être entré dans le cinéma international et aujourd'hui encore, il développe un cinéma d'auteur et d'animation. La Chine, elle, vise la 2e place du marché mondial du cinéma d'ici 2025, se calquant sur le modèle hollywoodien. Quant à Hong Kong, à la Corée du Sud et à Taïwan, ils ont trouvé, après de longues années, leur indépendance et des réalisateurs pour transmettre leur propre histoire. Malgré les spécificités de chaque pays, le cinéma asiatique possède une culture encore très patriarcale, avec un modèle familial classique que l'on peut remarquer par l'absence de femmes dans son paysage cinématographique. Cette culture, issue d'une longue tradition confucianiste, est en pleine évolution et crée un équilibre entre tradition et modernité qui laisse espérer que le cinéma asiatique continuera à se développer tout en conservant son identité culturelle.